les hommes et les femmes ont besoin de l'autorité. L'autorité de quelqu'un qui est insoupçonnable de favoritisme ou de malversation. Bienvenue dans Heureux comme un maire, le podcast de Politicae qui donne la parole à des élus locaux heureux et épanouis dans leur engagement. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Vincent Paul Petit. Tu es maire de la commune de Seine-Port, commune de 2000 habitants, et tu nous fais le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci Bonjour. de ton accueil. Tu as eu, et tu nous l'expliquais en préparation de cette émission, plusieurs vies, celle de haut fonctionnaire, celle d'entrepreneur et aujourd'hui celle de maire. Comment est-ce qu'on passe de tous ces engagements professionnels à celui de l'engagement public, politique, local ? Sans doute que cet engagement public local était ancré en moi depuis toujours. Je crois que ça rejoint des envies. Envie ou plaisir ou joie de servir, joie de construire quelque chose sur le bien commun, joie de convaincre des gens qui ne seront pas d'accord que le projet qu'on prépare est intéressant, joie aussi d'exercer l'autorité, puisqu'on en a besoin. Le maire, c'est celui qui prend en main et qui se préoccupe de ce que nous avons en commun, finalement, dans une commune. Bon, donc voilà, mais qui doit faire des choix, exercer l'autorité. Je trouve que c'est une très belle fonction. C'est la charité au plus haut point, disait le pape Jean-Paul II. Et j'aime cette formule, et je la comprends. L'exercice de l'autorité est quelque chose qui manque cruellement, sans doute d'ailleurs, à notre société, et qui rassure, qui est de nature à rassurer nos concitoyens, nos administrés. Je crois que quand on a du plaisir à le faire, il ne faut pas se priver et il faut le faire. Tu nous parleras certainement plus en détail un peu plus tard de ta carrière professionnelle, mais est-ce que notamment ton parcours de chef d'entreprise t'a amené à être un maire plus performant ? Est-ce que l'entreprise est une bonne école à l'action publique ? Alors, oui et non. Oui, parce que dans une entreprise, on ne triche pas, on ne baratine pas. On est obligé de, quand on gagne, quand on perd, on perd. Quand il y a un problème, il faut le traiter. Et si on ne le traite pas, il nous revient à la figure assez vite. Il y a un ressort de rappel qui s'appelle le client et qui est d'une puissance incroyable. Quand un client n'est pas content de l'entreprise, le chef d'entreprise, évidemment, met en œuvre sans attendre immédiatement des mesures pour corriger la situation. C'est un peu différent dans une commune, même si on peut retenir ces leçons de l'exigence. Alors l'exigence se voit moins sur les aspects financiers, elle se voit moins puisque nous n'avons pas de clientèle, que nous ne sommes pas obligés de faire plaisir à tout le monde, et c'est même recommandé de temps en temps de ne pas faire plaisir à tout le monde, ce qui est difficile, et ce qui est assez différent de l'entreprise de ce point de vue. Mais maintenant, oui, cette exigence, cet esprit d'équipe, cette capacité d'entraînement, on dit que pour être chef d'entreprise, il y a 3 belles qualités à avoir. C'est l'intelligence, il ne faut pas trop se tromper, c'est mieux, en matière de stratégie, en matière de décision concrète. Il faut être courageux, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut emprunter une voie que certains peuvent recommander de ne pas emprunter. Et il faut être gentil, simplement faire attention aux gens, les respecter, faire attention à la secrétaire où dont l'enfant est malade, faire attention aux clients aussi, de la même manière. Voilà, faire attention à cette communauté d'hommes et de femmes qui sont réunis pour un projet commun. J'allais dire que pour la commune, ces 3 qualités restent valables. L'intelligence, il faut demander conseil, il faut travailler avant les décisions, être sûr que c'est la bonne décision. On n'est pas expert en tout, donc il faut demander des avis, aller voir des confrères maires en disant « Tiens, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu l'as fait ?» Après, bien sûr, il faut du courage, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. On sait que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est là que l'exercice de l'autorité est essentiel. C'est-à-dire que oui, j'ai compris que certains de vous étaient opposés, mais on va le faire quand même, parce que j'ai accumulé une conviction avec un conseil municipal, avec une équipe, que c'était pour l'intérêt commun. Et puis il faut faire attention à tout le monde, bien sûr. Il faut faire attention à chacun. Et c'est peut-être ça le plus important. Le maire reste l'élu dans lequel les administrés ont confiance a priori. Une confiance qui est un trésor, qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas gaspiller, et qui fait que des personnes vont se confier au maire
pour parfois des choses assez intimes, assez personnelles, et qu'il faut y prêter la plus grande attention. Qu'est-ce qui explique à tes yeux, toi qui es maire depuis 3 mandats, cette confiance qu'ont les Français majoritairement, plus de 70% ont une confiance absolue dans leur maire? Qu'est-ce qui l'explique? Et qu'est-ce qui fait peut-être du maire un homme ou une femme politique différent de tous les autres? Alors, je crois que le maire porte un habit qui le dépasse, qui n'est pas lui-même. On porte une fonction qui nous dépasse. J'allais dire, on pourrait dire la même chose d'un juge, par exemple. D'ailleurs, il met une robe, le juge, hein, et le maire met une écharpe tricolore. Ce qui est un signe distinctif des autres hommes. Il a été élu par ses concitoyens pour exercer un mandat. Et je crois que si on comprend ce mandat, eh bien, on comprend qu'il y a toute une partie du mandat qui n'est pas nous. Quand on va voir le maire, on ne va pas voir la personne. On ne va pas voir Antoine, Vincent. On va voir quelque chose de plus, hein, qui se situe au niveau de l'intérêt général. Et donc je crois c'est Simone Veil, hein, la philosophe, qui explique très bien ça, hein, dans les livres L'Enracinement, hein, combien les hommes et les femmes ont besoin de l'autorité. L'autorité de quelqu'un qui est insoupçonnable de favoritisme ou de malversation. Donc il y a une exigence, une grande exigence, quand on est maire, évidemment, de faire très attention et de redoubler d'attention sur ces sujets-là, et de ne jamais donner l'impression qu'il pourrait y avoir une ambiguïté ou un début de conflit d'intérêt de quelque chose. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important, parce que ça abîme le costume que l'on porte, et donc beaucoup plus que soi-même. Voilà, donc je crois que les gens vont voir le maire, ils ne vont pas voir la personne qui est maire, ils vont voir le maire qui a, pense-t-elle, ou pas, la possibilité de traiter leurs questions, leurs problèmes. Tu viens de parler d'intérêt général, tu as évoqué un peu plus tôt le bien commun. Comment est-ce que, de façon très tangible, quand on exerce cette fonction suprême de maire, on arrive à cerner ce qui est l'intérêt général et le bien commun de sa collectivité dans ce jeu politique qui, même à l'échelle locale, est parfois un petit peu conflictuel, où on est tiraillé entre ses valeurs personnelles, les demandes des uns et des autres? Comment est-ce qu'on prend cette hauteur que tu évoques? Ça touche le jeu de la démocratie, cette question. Elle est pas simple, et elle est essentielle. J'aime cette idée de 4 temps de la démocratie. Il y a le temps de l'élaboration, ou le temps de la réflexion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut observer, il faut écouter, beaucoup se taire, pour écouter les gens, les associations, les gens qui se sont engagés. Il y en a beaucoup, c'est admirable. C'est toujours, moi, ça m'impressionne toujours, hein, ces gens qui donnent de leur temps gratuitement, des bénévoles qui veulent que leur association, leur passion avec d'autres puissent. Il faut les écouter, les respecter, les entendre. Donc ça, c'est vraiment le premier temps. D'ailleurs, j'engage tout candidat à la fonction de maire de passer beaucoup de temps à écouter ses administrés, en disant, mais qu'est-ce qu'ils veulent fondamentalement? Qu'est-ce qu'ils attendent, hein, de la commune? Qu'est-ce qu'il faut peut-être corriger dans la commune de ce qui ne va pas? Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut poursuivre? Qu'est-ce qu'il faut arrêter? Ça ne sera pas l'unanimité. Mais c'est comme ça qu'on se construit à plusieurs cerveaux, c'est indispensable ça, qu'on se construit une conviction. Je crois beaucoup à la vertu du conseil municipal ou de une liste d'élus. C'est une liste qui se présente. Même s'il y a un chef, un leader, quelqu'un qui entraîne, il n'en reste pas moins que c'est une liste avec 19, dans mon cas, 25, 35 cerveaux qui se réunissent, hein, qui se connectent pour trouver quelques lumières. C'est indispensable. C'est la première étape, hein, vraiment construire un projet, construire une conviction, hein, basée sur les échanges. Après, il faut convaincre. Hein, c'est le temps de la campagne, par exemple. Alors, la campagne, elle dure tout le mandat. Moi, je crois que... Alors, la campagne pour être élu, évidemment, c'est la condition pour pouvoir exercer les convictions qu'on a accumulées. Mais une fois qu'on est élu, il faut continuer ce qu'on appelle la préparation de la délibération. C'est absolument essentiel. Hein. Comment est-ce qu'on convainc quand on est maire? Quand on est maire dans l'exercice du mandat, je crois que c'est parce qu'on a plus travaillé que les autres. C'est par le travail. Et quand on veut se saisir de l'exercice du mandat, comment est-ce qu'on convainc face au maire sortant? Ce que tu as connu, toi, je crois.
C'est ce que j'ai connu. Alors, c'était pas contre le maire sortant, mais c'était contre son adjoint, qui, en effet, contre lequel je me suis présenté. Je crois que, très modestement, j'ai simplement plus travaillé. J'étais pas plus intelligent, j'étais pas plus connecté à la commune. Mais je pense que je l'ai mieux comprise. Et j'ai mieux compris ce qu'attendaient profondément les gens. Parce que dans plus travailler, on pourrait s'attendre à distribuer plus de tracts ou être plus sur le terrain. Pas uniquement. Ce que tu nous dis, c'est que quelque chose de l'analyse des aspirations profondes et de prendre ce temps d'aller à la rencontre des administrés. Oui. Comment est-ce que, d'ailleurs, concrètement, on va prendre le pouls profond de sa commune quand on est candidat, qu'on débarque un peu nouveau dans l'arène? Ça, c'est la magie des campagnes électorales. Moi, j'aime beaucoup les campagnes électorales, même quand je suis tout seul depuis le deuxième mandat, mais au département ou même aux législatives où j'ai eu une expérience, la campagne est un moment essentiel pour écouter, pour entendre des gens qu'on entend moins d'habitude, qu'on va aller voir, qu'on va réunir, que ce soit des associations, des réunions publiques, dans la rue, sur le marché, dans tous les endroits où les gens se rassemblent, d'être là, de distribuer un papier, ce qui est l'occasion non pas de lire le papier, mais de comprendre ce que veulent les gens et de les écouter, de les entendre. À partir de là, je crois que le degré de sincérité qui nous habite, qui est fondé sur cette conviction, est convaincant. La sincérité est toujours convaincante. Donc on a travaillé, on a accumulé un certain nombre de convictions partagées avec d'autres, et à ce moment-là, on va être convaincant, et la confiance va s'instaurer en disant « oui, je sens mieux cet homme-là que celui-là », dans sa compréhension qu'il a de ma vie finalement, hein, et de cet espace qu'on partage, de ce qu'il veut en faire. J'imagine que ta réponse sera assez similaire, mais il faut aussi évidemment travailler, être sincère, être convaincu, mais il faut aussi s'accompagner d'une équipe, d'une liste. Comment est-ce que toi, tu as monté ta première liste il y a maintenant 3 mandats? Je crois que c'est un peu sur les mêmes critères, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un discours raisonnable et convaincant. Ambitieux aussi. Ambitieux, oui. Si c'est pour... moi, je ne conçois pas de me présenter à une élection sans ambition d'un projet. Sans l'ambition d'un projet. Une ambition raisonnable. Mais une ambition forte. C'est pas parce qu'elle n'est pas raisonnable qu'elle n'est pas forte. On n'a pas besoin de dire des bêtises. On n'a pas besoin de dire des choses inapplicables, infaisables. Non. Et de dire ce qu'on dit, qui a été bien pensé, avec des moyens qui sont à la portée de l'équipe qui se présente et qui sera à la portée de l'équipe municipale en place, je crois que ça, c'est convaincant. Et puis, bien sûr, il faut aimer convaincre. Moi, j'adore ça. J'ai été manager d'entreprise. De la même manière, il faut savoir manager, convaincre une équipe en disant « c'est dans cette direction qu'on va aller ». Mais pourquoi, chef? Eh bien, parce que, on explique quelques arguments, puis après, le plus convaincant, c'est le chef qui avance. C'est ça. Napoléon Pont d'Arcole. Par exemple, toute proportion gardée, naturellement. Mais les grands chefs, en effet, sont très inspirants de ce point de vue. Et dans la composition de ta liste, tu as des recherches particulières de type de personnalité, de représentativité. Comment est-ce que tu composes ta liste et peut-être mieux, comment est-ce qu'à l'aube d'un possible 4e mandat, aujourd'hui, avec toute ton expérience, tu composerais une liste parfaite? Dans une liste de 20 ou 30 élus, moi, ce que je dis à tous, c'est le minimum. Que vaut l'engagement? Que veut dire l'engagement d'être sur la liste? Ça veut dire de participer aux commissions auxquelles on appartient et au conseil municipal. Ça, c'est le minimum. Le reste, si vous êtes d'accord là-dessus, vous pouvez être sur la liste. Bon. Première chose. Et puis, voilà, de partager un peu cette envie du bien commun, de se dire, je veux participer à la décision de nos rues, de la réfection, du patrimoine qui nous appartient, de la vie culturelle de la commune. Je veux être acteur de ça. Mais le minimum, c'est dire, je sais que dans le temps, ça peut s'émousser, cette envie. Dans le temps, ce que je te demande, c'est le minimum. Participer aux commissions auxquelles tu es inscrit et participer au conseil municipal, voilà, pour voter et participer à la vie. Après, les personnes qu'on a réunies, il y a des talents qui s'expriment, peu à peu.
ne faut pas aller trop vite pour attribuer les rôles. Parfois, ça peut être quelqu'un avec lequel on a des relations anciennes, on connaît ses compétences, on dit écoute, j'ai besoin de toi pour les travaux, pour l'urbanisme, pour les finances, voilà des grandes missions fondamentales où la vie culturelle et associative. A priori, ça sera toi, quoi. Mais je crois qu'il faut aller doucement et laisser s'exprimer des talents. Et à chaque expérience que j'ai eue d'équipe municipale, c'est la 3e donc, que je dirige, je me suis aperçu que des gens se révèlent, des personnalités se révèlent. Parfois, petite déception, et parfois, au contraire, waouh, quand même, il est capable de faire ça, quoi. Alors que je ne le savais pas. Difficile de connaître une personnalité a priori. Bien sûr. Donc après, au premier conseil municipal du mandat, il faut élire des adjoints. Il y a le maire. Et le maire, en général, il est désigné, mais tout le monde l'approuve. Mais les adjoints, c'est une responsabilité du maire. C'est sans doute la première, d'ailleurs. C'est pour tout le mandat. Donc il faut bien y réfléchir avant. Être sûr que l'engagement sera respecté par celui à qui on propose d'être adjoint. Et que c'est une vraie responsabilité. Et puis après, dans les mois en fin de mandat, que j'ai en gros la moitié de mon conseil municipal qui a une action concrète, je trouve que c'est bien. Et l'autre moitié qui participe, qui est un peu l'exécutif, l'exécutif d'un côté, le Parlement de l'autre, avec des autres qui viennent avec un peu de distance en disant pourquoi vous faites ça, c'est bizarre. C'est une erreur. Bon, voilà, ils ont pas plongé avec nous dans le bain. Donc en gardant un peu de distance, c'est important aussi dans la vie d'un conseil municipal, je crois. Tu le disais, le conseil municipal, c'est un peu le Parlement et l'exécutif à la fois, ce qui ne t'empêche pas d'avoir recours au référendum. Je crois que dans ta commune, tu as fait une grande consultation publique au sujet de l'usage du téléphone portable dans la collectivité. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots, parce que c'est une démarche assez atypique? Alors, moi, je pense qu'une commune comme la mienne, 2000 habitants, c'est un gros village, tout le monde me connaît, je connais beaucoup de gens. C'est un lieu, et j'ai été réélu sans concurrence, en ayant fait campagne néanmoins, et je me dis que c'est une chance de ne pas avoir, disons, d'enjeux de concurrence forte, j'en vois pas. Et donc, utilisons ça pour faire de cette commune un vrai laboratoire. Un laboratoire dans les 2 sens du terme. Un laboratoire, c'est un lieu où on travaille. On travaille. Et moi, je demande aux élus, en tout cas ceux qui sont dans l'exécutif, de travailler, de travailler leur sujet. Et moi, je le travaille avec eux. Je passe beaucoup de temps à piocher, à faire. On a mis l'intelligence artificielle dans la commune pour que systématiquement, maintenant, sur les questions un peu complexes qu'on se pose, on aille chercher, qu'on sorte de notre cadre, de notre réflexion, qu'on interroge des collègues dans d'autres communes, etc. Donc travailler, première chose. Et deuxième chose, tenter des choses. Un laboratoire, c'est des expériences, pour faire des expériences. On était la première commune de France à éteindre l'électricité la nuit. J'ai voulu mettre en place, je ne suis pas arrivé, mais un uniforme à l'école, il y a une douzaine d'années. J'ai fait un référendum, une consultation des parents d'élèves, qui ont dit à 55% non. On était sans doute un peu en avance de phase. On s'est rattrapé depuis, parce qu'on a distribué à tous les enfants des polaires, qui sont ravis de les porter. Et comme ça, ils ont bien chaud l'hiver, et ils sont très fiers d'avoir un habit de l'école. Voilà. Et puis, comme ça, plutôt innové sur pas mal de choses. On a mis, par exemple, à l'école, évidemment, il n'y a pas d'écran. On a mis un poulailler, on a mis un potager, on a mis un verger qu'on a planté avec les enfants, qui l'entretiennent, pour avoir des leçons de choses, comme on disait dans ma jeunesse, j'ai quelques années de plus que toi. On appelait ça les leçons de choses, c'est très beau, quoi, parce que c'est apprendre la vie et c'est être éduqué par les choses concrètes. Alors, les écrans, c'est tout le contraire. C'est abstrait. C'est une image qui est envoyée sur un écran et qui appauvrit terriblement nos capacités intellectuelles et celles des enfants. Alors, moi j'ai un smartphone, tout le monde a un smartphone, c'est un outil absolument extraordinaire, je suis un gros utilisateur, j'ai été consultant, tu l'as pas dit tout à l'heure, mais j'ai été consultant pendant 15 ans, donc j'ai digitalisé les entreprises que j'ai dirigées comme un fou, donc je vois, je suis pas amiche, je suis tout à fait convaincu de la puissance de ces outils. Mais pour les enfants, c'est simplement destructeur. Un enfant de 3 ans qui regarde, moins de 3 ans, qui regarde 3 heures par jour, c'est la moyenne.
un écran ne peut pas développer son cerveau. C'est tout simplement, c'est aussi simple que ça. On en voit qui ont des troubles autistiques de plus en plus nombreux parce qu'ils regardent la télévision chez eux ou des tablettes ou des dessins animés pour que les parents soient tranquilles. Hein, on sait que, d'ailleurs, cette formule elle-même est un résumé du problème. Hein. Pour être tranquille, les parents mettent un écran à l'enfant. Il ne dit plus rien. Notre cerveau est tellement capté par ça qu'il ne dit plus rien. Mais les neurones qui seraient censés se connecter dans son cerveau ne se connectent plus. Et donc ça le détruit. Après, ça détruit les adolescents. Les adolescents, enfin, la liste des problèmes de santé publique posés par les écrans est longue. Hein, depuis les problèmes d'obésité, l'absence de sport, les résultats scolaires qui se dégradent. On ne mange plus. On ne mange plus. Hein, on ne mange plus en famille. La télé à table en plus. Bon, ça, voilà. Toutes ces... Alors, les parents le savent, plus ou moins. Mais les parents sont submergés par un tsunami numérique qui est très difficile, auquel il est très difficile de résister. Donc moi, dans mes communes, j'ai observé tout ça. Je me suis rapproché de médecins spécialisés là-dessus, sur tous ces sujets. J'ai organisé des conférences dans la commune. Et un jour, j'ai dit aux parents d'élèves réunis pour la fête annuelle, écoutez, c'était au mois de juin, en septembre, il n'y aura plus aucun smartphone dans la commune, dans l'espace public, en tout cas. Bon, je ne savais pas très bien ce que j'avais dit là, hein, mais je me suis lancé. En étant aussi conseiller départemental, je le vois dans les conseils d'administration des collèges, les dégâts que font en matière de cyberharcèlement, plus les images pornographiques, les dégâts que ça fait pour les adolescents. Hein, je ne comprends pas d'ailleurs que toute une partie de gens bien pensants, par exemple des féministes, ne soient pas en pointe dans le combat contre les écrans pour les enfants. Puisque la pornographie, c'est comme ça qu'elle se diffuse. En 2 clics, on peut voir des images inappropriées pour les enfants, pour employer un doux euphémisme. Donc, ben voilà, j'ai dit, est-ce que vous en voulez ou pas? Donc, on va préparer une charte ensemble. Donc, j'ai fait un petit groupe de travail avec des médecins, enseignants, parents, grands-parents. D'accord. Il n'y a pas une famille qui n'a pas un problème avec les écrans, hein, pas une. Moi, j'ai vu des grands-parents. Donc tout le monde partageait le même problème. Voilà, une dizaine de personnes. Autour de la table pour travailler. Qu'est-ce que vous voulez? Et on travaille. Et on travaille sérieusement, comme toujours. Je suis un adepte du travail sérieux. Avec les spécialistes, en lisant des livres, en comprenant ce qui se passe. Et donc on a proposé une charte. Et on l'a soumise à référendum. Et cette charte prévoyait notamment alors, des soutiens aux familles, des accompagnements public pour les enfants, pour proposer autre chose aux enfants, la lecture, le sport, etc. Et puis des interdictions concrètes. Hein, devant les écoles, je n'allume pas mon smartphone. Dans les réunions publiques, je n'allume pas mon smartphone. Chez les commerçants, je coupe mon smartphone. Je crois que tu allais même jusqu'à proposer des téléphones traditionnels à touche aux adolescents. Absolument. Donc tous les enfants qui rentrent en 6e se voient proposer un téléphone pour téléphoner et SMS uniquement. Et contre l'engagement des parents de ne pas donner un smartphone avec accès Internet à leurs enfants jusqu'au lycée. C'était la première année où on l'a fait, la moitié des familles l'ont accepté. Ok. Donc tu mets ça à délibération de l'ensemble de tes administrés, ils viennent voter comme n'importe quelle élection, il y a un dépouillement, et à l'issue, le résultat est favorable. C'est ça, 54%. Tu prends un arrêté pour appliquer ta charte. Absolument. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors après, le préfet me dit, monsieur le maire, je ne crois pas que votre arrêté soit tout à fait... Je lui dis, ok, je m'en fiche un peu. L'important, c'est qu'il ait été adopté. C'est pas... Hein, puisque l'application, on le fait. Et tout ce qui est dedans, on le fait. C'est ça qui est important. Plus un engagement moral de l'ensemble des administrés qui partagent un projet collectif que la vertu judiciaire ou juridique que pourrait avoir l'arrêté. Cet arrêté n'est pas opposable, hein, comme disent les juristes. Il n'y a pas de sanction. C'est un arrêté de bienveillance. Mais vous savez, moi, ce que je vois chez les parents, chez les grands-parents, j'ai vu pas mal de familles que ça a aidé. C'était le but. En disant, le maire a dit non, donc ça aide les parents. Il ne faut pas laisser les parents... Enfin, moi, je vois mes enfants, je suis grand-père maintenant, mes enfants, c'est pas facile de résister à ce tsunami, à cette injonction, les milliards de dollars dépensés en marketing des GAFAM, parce que l'économie de l'attention fonctionne là-dessus. Hein, c'est le temps de ton cerveau, de notre cerveau, de mon cerveau disponible, et celui des enfants comme des vieillards. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc c'est pas facile pour une famille toute seule de résister. Donc moi je ne veux surtout pas les culpabiliser, mais les aider. Et en préparant cette émission, on a pu constater la multiplicité d'articles sur cette initiative. Est-ce que ce n'est pas là aussi le rôle du maire, qui est un
un baromètre, un pouls de l'opinion publique, de ces problèmes, des problèmes de société, que de pouvoir mettre le doigt là où nous avons collectivement tous à avancer? Je ne sais pas je ne sais pas répondre à cette question. J'étais surpris des conséquences. J'ai eu à peu près 200 interviews, articles dans le monde entier. Dans le monde entier. Encore une journaliste américaine la semaine dernière, un peu fascinée par ce qu'on avait fait. Petit village, petit référendum, petite décision. Mais il y a une telle inquiétude par rapport à cet envahissement des écrans que ça a réveillé chez beaucoup de gens comme un espoir. Beaucoup m'ont dit merci. J'ai eu, je crois, peut-être une ou deux personnes qui m'ont dit c'est n'importe quoi, mêlez-vous ce qui vous regarde. Je l'ai entendu 2-3 fois. Des milliers de fois, j'ai entendu bravo, merci, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc, je ne crois pas que la décision... Je pense qu'il faut une décision politique au niveau national. D'ailleurs, le président Macron a commencé et a fait un groupe de travail dont les conclusions vont plus loin que ce qu'on a fait dans ma commune. Donc moi, j'applaudis dès demain. Maintenant, il faut un tout petit peu de courage politique pour le mettre en œuvre. C'est ça qui manque et c'est un peu compliqué par les temps qui courent. Mais c'est tellement indispensable, c'est tellement nécessaire. C'est de la santé publique. Vous savez que les patrons des GAFAM, ils ne mettent pas leurs enfants dans les écoles avec écran. Ils les mettent dans des screen-free schools pour que leurs enfants se développent normalement. Ils ont bien raison d'ailleurs. Mais vous savez, les injonctions d'éducation nationale, mais moi ça me révolte. Je suis au département, et je suis un peu de temps en temps en bisbille avec le département qui fait l'espace numérique de travail, qui est un outil du département donné à tous les collèges pour communiquer avec les familles et avec les enfants, avec les collégiens. Je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur fondamentale. On parle justement de l'éducation nationale, du département, on a parlé tout à l'heure de la préfecture. Est-ce que quand on est maire, on n'est pas parfois un peu accablé par cette lourdeur bien française, administrative, juridique, normative, ces strates de collectivité qui parfois s'additionnent, ces injonctions qui sont de temps à autre contradictoires? Comment est-ce que quand on vient du monde de l'entreprise comme toi, on fait face à cette chape administrative qui est celle des collectivités françaises? C'est beaucoup d'énergie perdue. C'est certain que la lourdeur administrative française est un vrai frein à la liberté d'entreprendre, pour les entreprises aussi, pour les collectivités locales en particulier, pour les administrés, j'allais dire aussi, puisque cette complexité, ils la voient aussi, ils la ressentent. Un exemple récent, là je suis en train d'essayer de déployer un réseau de vidéoprotection à la demande de mes administrés. Moi-même, je n'étais pas complètement convaincu, mais bon, voilà. Et je me suis laissé convaincre en écoutant. Et j'ai compris que des personnes âgées notamment, en disant mais nous ça nous rassurera, et ça c'est un argument. Et donc on va déployer ça. Alors je fais un dossier en essayant de respecter une législation et une réglementation touffue, avec l'appui d'un conseil extérieur qui nous fait tout ça comme il faut. Et puis après on va demander des sous, parce que c'est impossible de financer ça. La faiblesse des ressources communales fait qu'il est impossible de mener des projets de cette nature. C'est en gros 300 000 € à trouver sans aller demander des subventions. Alors tout le monde s'occupe de subventions. C'est formidable. La région Île-de-France me propose 25%, je crois. L'État 35%, le département 20%. C'est trois fois un dossier qui n'est pas le même, avec des procédures qui sont différentes. Et chacun voulant par contre, à grand renfort d'injonction, vouloir communiquer sur le fait qu'il aura aidé la commune si toutefois la décision est prise. J'attends les réponses. Donc là, beaucoup de dossiers à préparer, d'accord, différents, pour mon équipe administrative, pour même mon adjoint qui a passé beaucoup de temps là-dessus, avec une réponse dont on ignore un peu est-ce que ça sera oui, plutôt non, personne ne peut vous le dire. Donc on attend un peu bêtement. Et puis à la fin, par contre, tout le monde viendra dire c'est grâce à moi, merci de mettre un grand panneau. Un grand renfort de logos. Voilà, des logos dans tous les sens, donc se foutent complètement les administrés, mais par contre qui sont très importants pour les élus qui pensent nous donner de l'argent. Ce n'est que l'argent de nos administrés. Donc je ne sais pas pourquoi il faut dire merci, mais bon, ça fait partie en tout cas de ces anomalies générées par cette complexité bien française
C'est vrai qu'il serait plus simple que les communes aient un peu plus de moyens, peut-être un guichet de soutien, un seul, le département sans doute, qui est celui qui est logique pour une commune, et puis ça suffirait, quoi, et interdire aux autres strates de donner de l'argent aux communes, et puis le problème serait réglé. C'est pas très compliqué à faire. Tu viens de l'évoquer, un de tes adjoints a travaillé sur ces nombreux dossiers de subvention. Quel est le quotidien d'un maire ou d'un élu d'une commune de 2000 habitants? On a à la fois de la prospective, de la stratégie, mais aussi parfois les mains concrètement dans le cambouis. Ouais, c'est ça qui est d'ailleurs une vraie joie. On fait tout, quoi. On fait tout. Mais c'est quoi tout dans la vie Vincent-Paul Petit ? Ça va d'un article un peu de réflexion, un peu de fond, qui m'est demandé pour une publication, une introduction à un livre qu'on m'a demandé, un livre de la commune, une association qui fête ses 100 ans. Ils m'ont demandé 3-4 pages. Donc là, je réfléchis, je travaille, etc. Jusqu'à aller pousser la tondeuse à gazon, parce que j'ai un employé. De tondre la pelouse de la mairie. Non, ça ne m'est pas arrivé, mais je crois pas. Mais ça m'est arrivé de réguler, par exemple, un ruisseau, il y a des bastins à mettre pour régler le niveau d'eau, aller le changer le week-end, bien sûr. Il m'est arrivé d'aller saler quand c'était gelé et que ça glissait un peu sur certaines marches pendant le week-end, les gars n'étaient pas là, l'équipe technique n'était pas là, oui, on y va. Il m'est arrivé d'être appelé par une entreprise qui intervenait sur la commune, parce qu'ils avaient fait un gros trou dans le sol. Qu'est-ce qu'on trouve au fond du trou? Des ossements. C'était devant l'église, on pense que ces ossements étaient liés à un ancien cimetière qui était là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il y a une procédure, ChatGPT, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Hop, il y a toute la liste, c'est intéressant. Heureusement qu'on ne l'applique pas, mais on trouve une solution habile pour ne pas arrêter tout le chantier, en respectant évidemment ce lieu. Et puis je distribuer le journal municipal, c'est quelque chose auquel je tiens. Et j'ai demandé à chaque élu de le faire, pas pour économiser le facteur, mais parce que c'est l'occasion de se promener dans les rues et d'être sûr qu'on le fait régulièrement, pour voir ce qui s'y passe, pour rencontrer 2-3 personnes à chaque fois, même quand on fait ça le dimanche matin. Voilà, rester proche des gens, préparer un budget. Donc il y a des sujets importants, discuter avec les banques pour un financement, aller voir d'autres communes, aller voir la région, le département, passer du temps. Comment on se prépare à tout ça ? Je ne sais pas si ça s'apprend. Je pense que Politicae fait un gros effort là-dessus, parce que je crois que c'est nécessaire. Je pense que vraiment, il faut avoir le plaisir et la joie de le faire. À partir de là, je pense que c'est accessible quand on sait lire et écrire. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Et utiliser le ChatGPT. Ouais, c'est bien, ça conforte. C'est magique. Et c'est des outils maintenant qui sont à disposition, qui ne sont pas très compliqués d'accès. Non, je pense qu'il faut... C'est vrai qu'on y passe du temps. Il faut avoir une épouse ou un époux qui l'accepte, une famille qui l'accepte. C'est du temps pris. Moi, tous les samedis matins, j'ai une permanence et je vois l'ensemble de l'équipe municipale tous les samedis matins pour m'assurer de la cohésion de l'équipe, faire un point de l'actualité de la commune et puis rencontrer les administrés après qu'ils souhaitent me voir personnellement. De façon systématique, hors rendez-vous. C'est une permanence. C'est tous les samedis matins, mais je ne peux pas partir en week-end. Donc, c'est un sacrifice pour la famille. Ça, faut que ça soit bien compris, bien accepté. C'est du temps à y passer. Quand j'étais chef d'entreprise, conseiller départemental et maire, heureusement que j'ai appris à bien déléguer et à contrôler. La délégation va avec le contrôle. J'avais une équipe formidable, et j'ai toujours une équipe formidable. Maintenant, je suis un peu plus présent. Je ne sais pas s'il le regrette ou il s'en félicite, mais il faut passer du temps et travailler, demander conseil. Je crois qu'on peut beaucoup demander conseil, il y a beaucoup de gens bienveillants. La plupart des maires sont disposés à te rendre service, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, à te dire, tiens, ils viennent. Au contraire, ils aiment. Ils aiment et je crois qu'il faut le faire. Aller voir quelles sont les bonnes pratiques chez les voisins. Quand on est jeune maire, aller voir les anciens, pour dire, mais tiens, comment tu as fait ça? Il y a parfois ça peut tourner un peu au clan, mais il y a entre les élus, que soit le bord politique, finalement, il y a une certaine proximité malgré tout. Et elle est belle, parce qu'ils partagent tous c'est peut-être ça la beauté de l'élu local. Pas de 49.3, une obligation à travailler ensemble pour nos territoires.
Il y a quelques enseignements à tirer de la démocratie locale. C'est une très bonne remarque. Hein. Je ne sais pas comment tu le vis, mais moi, je vois toutes les communes autour de moi. En ce moment, j'ai fait un certain nombre de cérémonies de vœux dans mon canton. Il y a une envie dans les communes qui est incroyable, quoi, et qui demeure. Hein, et des projets qui sont forts, qui font l'objet d'adhésion, de soutien. On ne sent pas du tout la complexité de niveau national aujourd'hui, hein, le bazar généralisé qu'on peut observer au niveau national, l'absence de responsabilité, l'absence de décision. Dans les communes, on est obligé de décider. C'est un des critères de la démocratie, ça. Hein, c'est le fait de décider quelque chose. Et que ça s'impose. L'acte d'autorité, on peut dire. C'est ce qui manque terriblement au niveau national, hein, la décision. Dans les communes, le maire décide, parfois douloureusement, hein, parfois avec un conflit avec ses oppositions, plus ou moins juste, mais il décide. Tu as un souvenir d'une décision qui a été difficile à prendre et que tu as dû faire appliquer dans la difficulté? Certains permis de construire. C'est une responsabilité éminente des maires qu'il leur reste. Hein, peut-être la plus importante. L'urbanisme. Donc, quand on se trompe sur l'urbanisme, c'est parfois l'avenir. C'est pour longtemps. Sur plusieurs décennies, si ce n'est siècles, Absolument. Qui est impacté. Absolument. Je crois que ça reste une responsabilité éminente. Et que quand on signe un permis de construire pour 20 logements ou même une maison qui sort de l'ordinaire ou qui va transformer un quartier, eh bien il faut faire attention et que là on tremble un peu. Et que les critiques sont nombreuses, y compris à l'intérieur du conseil municipal. En disant mais non, il ne faut pas faire ça, mais non, cet urbanisme-là, ça va choquer, ça va défigurer toute la rue, ça va... Voilà, donc il faut accumuler, il faut être sûr, là encore, avoir pris suffisamment d'avis, éventuellement changer d'avis, ça m'est arrivé plusieurs fois, changer d'avis. J'étais convaincu au départ, et finalement on a fait autrement, on a convaincu le pétitionnaire de changer son projet. Donc voilà, mais à un moment voilà, on a suffisamment de convergence de vues hein, pour dire, allez, on y va. Et on signe le permis. J'ai jamais eu de recours d'aucun permis de construire depuis 16 ans que je suis maire. Donc je pense que la méthode n'est pas mauvaise. On prend même position avec les associations très engagées pour la sauvegarde et pour l'histoire de la commune, etc. Donc on entretient des relations avec eux, importantes. Voilà, c'est des décisions qui sont parfois difficiles et on a en effet un peu le vertige de se dire là, c'est pour 30 ans, quoi. Je serais mort même depuis longtemps, que ça sera toujours là. Donc attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on va transmettre. On a hérité d'une commune, en plus celle que j'ai l'honneur de diriger est une belle commune. C'est-à-dire, il faut la transmettre aussi bien, voire un peu mieux, tant qu'à faire, à nos successeurs. Voilà. Donc ça, c'est des décisions difficiles. Il y en a eu d'autres sur des licenciements. J'ai réalisé, je crois que je suis la seule commune de France, j'ai vérifié, sous toute réserve, à faire 2 licenciements en 2023-24 pour des personnes totalement inadaptées au poste et qui, voilà, n'étaient pas très respectueuses de l'intérêt public, on va dire les choses comme ça, pour employer une périphrase. Et donc j'ai décidé d'aller au bout en disant non, l'intérêt public, l'argent public, doit être préservé de situations, disons, de conflits RH, ressources humaines, qui étaient arrivés à un point où la personne n'avait plus aucune contribution à la commune et continuait d'être payée par la commune. On m'a expliqué que c'était impossible, le centre de gestion me dit « mais monsieur le maire, vous n'y pensez pas, il y a des procédures très compliquées ». Je dis ben, « on va l'engager » et on est allé au bout. Comme quoi, là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Tout à fait. C'est jamais un moment réjouissant que de licencier un collaborateur, que l'on soit maire ou chef d'entreprise. Au moment de transmettre ta collectivité au prochain mandat, celui d'après, ce sera évidemment ton choix. Quel sera le meilleur et peut-être le plus mauvais souvenir de l'exercice de cette belle fonction de maire? Le meilleur souvenir, ce sera l'ensemble des rencontres avec les administrés, dans les réunions publiques, dans les réunions de quartier ou en individuel.
c'est des moments intenses. Quand on fait une réunion publique chaque année, où on présente le budget, les travaux, les projets, etc., puis un grand débat, on boit un verre ensemble, ben c'est traditionnel, quoi, hein, mais c'est très important. Hein, c'est très important. Un peu toujours les mêmes qui viennent. Mais donc il faut essayer d'aller chercher d'autres. Donc de temps en temps, on va lancer un sujet un peu original pour en avoir d'autres qui viennent, qui vont s'intéresser à ce sujet original. Toutes ces rencontres sont d'une richesse humaine et personnelle, et on écoute, on essaie de pas trop dire ses vérités, on essaie de convaincre, hein, quand le projet est engagé, que c'est un projet, pourquoi on a fait ce projet. On accepte les critiques. C'est toujours des moments où à la fin, on se dit merci réciproquement. Hein. Donc ça, c'est vraiment des beaux moments, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau. Oui, on grandit de ces rencontres, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus beau dans la fonction du maire. Et c'est le maire, encore une fois, qui vient de voir. Hein. C'est pas l'individu qui porte le costume, c'est le maire. Les mariages aussi, je pourrais dire. Je fais toutes les célébrations de mariage dans ma commune avec une grande joie. C'est toujours des très beaux moments. Je fais une préparation même au mariage. Ah oui. J'ai mis ça en place depuis le début. Alors, une préparation de, en gros, 1 heure à 2 heures, parfois 2 fois, donc, à la demande, où j'explique simplement aux futurs mariés à quoi ils vont s'engager. Et je leur explique. Ils sont parfois très surpris d'ailleurs, parce que le Code civil recèle de tas de belles choses qu'ils ignorent. Donc là, je fais mon homélie républicaine, comme disent certains, avec une profonde conviction que c'est indispensable, que le mariage est un acte républicain éminent. La loi française est assez curieuse, et en même temps elle est très belle, et que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Ouais. C'est une grande joie. Ouais. Célébrer des mariages nous amène à partager les beaux moments de la vie de nos administrés. Ouais. On partage parfois les mauvais moments de la vie de nos administrés. Ouais. Comment est-ce qu'on traverse ça en tant que maire ? J'ai eu dans ma commune un grave accident avec un jeune de 17 ans qui est décédé, que je connaissais bien, que mes enfants connaissaient. 2 autres gravement blessés dans la voiture, des jeunes qui revenaient d'une fête, probablement imprudents, différents titres, peu importe. Ça a été évidemment dans la commune un traumatisme, puisque c'est une famille très impliquée dans la commune, très connue. J'étais aux obsèques à l'église, qui était archi bourrée. Il y avait autant de monde dehors que dedans. L'église doit contenir 250 personnes, donc il y avait un quart de la commune qui était rassemblé. Des échanges avec tout le monde, les yeux mouillés, un sentiment en tant que maire de culpabilité qu'il faut chasser, je crois, qu'il faut chasser. J'avais les conditions de l'accident que la police m'avait expliquées, donc bon, il n'y avait pas de faute, mais néanmoins il y a une responsabilité. Alors, responsabilité ne veut pas dire culpabilité, c'est bien connu, la distinction, mais néanmoins, on est le maire, donc responsable de la sécurité dans la commune, et on ne peut pas dégager complètement sa responsabilité. Donc, passer du temps après avec les personnes qui étaient directement impactées, dans le quartier où c'est arrivé, avec les familles, avec les 3 familles impliquées directement, et avec tous les amis de ceux qui avaient été impactés. C'était un moment très intense, douloureux, voilà, où le maire doit être au centre, d'une manière ou d'une autre, derrière la famille bien entendu, il ne s'agit pas de se mettre à la place de quiconque, mais doit être au centre en tant que responsable de ce que nous avons en commun. Et ça, c'est la sécurité et la vie des jeunes, c'est évidemment un bien précieux. Est-ce qu'on se prépare à faire face à tout cela, ou est-ce qu'on se révèle dans cette difficulté ? Évidemment, on se révèle. Évidemment, on ne peut pas se préparer à ça, on ne peut pas se former à ça. Il paraît que la première qualité d'un responsable politique, c'est le caractère, dans tous les sens du terme. J'aime bien cette formule, je la reprends volontiers. Caractère pour décider, pour exercer l'autorité, et caractère pour ne pas être abattu par un événement sur lequel
on demande au maire d'être celui qui tient debout, qui justement va faire face à la réalité des choses. Pas à ce qu'on voudrait, mais à la réalité. Et ça demande, oui, cette attitude. Je pense que si on a été engagé, si on a levé la main quand on était petit pour être chef de classe ou pour diriger une association, moi j'ai dirigé un club de foot aussi pendant pas mal d'années, voilà, c'est qu'on a sans doute un peu ces prédispositions. Si on aime finalement les problèmes des autres. Faut aimer le problème des autres, oui. C'est le principe de la fonction, je crois. Il faut avoir du plaisir à traiter les problèmes des autres. C'est un peu fou, mais je crois que c'est profondément juste. Et ce qui est certainement l'une des plus belles missions de notre mandat de maire. Traiter les problèmes des autres et parfois les traiter quand plus personne ne peut les traiter ou n'a le temps de s'en occuper dans une société qui laisse peu de place aux individus. Tout à fait. Quels seraient, on arrive à la fin de notre entretien, quels seraient tes grands conseils aux hommes et aux femmes qui nous regardent, qui hésitent à s'engager, et puis pour celles et ceux qui ont décidé de s'engager, les grands conseils pour les aider à être, dès le mois de mars prochain, des maires heureux et efficaces au service de leur commune? Je voudrais citer une phrase de Tocqueville, si tu me permets. Avec plaisir. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. La liberté mise à la portée du peuple par les institutions communales. Être maire, c'est vraiment porter la liberté démocratique, au sens démocratique du terme, et la rendre accessible à tout le monde. Tout le monde, dans une commune, peut émettre un avis et avoir une influence directe. Dans les plus petites communes, c'est encore plus vrai que dans les grosses, mais je pense que c'est vrai dans les grosses aussi, sur l'organisation de ce que nous avons en commun. C'est important de traiter ce que nous avons en commun. Dans une famille, les parents traitent ce qui est en commun. Dans une entreprise, on sait bien qu'il y a un bien commun qui est au-delà, ce qu'on appelle le fonds de commerce, qu'il faut préserver. Et dans une commune, de façon éminente et concrète et directe dans la vie de chacun. Donc je crois que cette participation à la démocratie réelle donne une joie immense. Et ça, je le ressens très fortement avec les années qui se sont accumulées, combien cette invitation à participer à la démocratie réelle de tous nos concitoyens est une mission extraordinaire du maire. Et que ça, c'est irremplaçable. Je crois qu'il n'y aura pas de démocratie dans notre pays préservée si les communes fonctionnent pas bien. Et donc participer à ça, si on en a envie, si on en a le désir, c'est-à-dire un peu de caractère, un peu ne pas être repoussé par les problèmes des autres, il faut aimer ça, il faut aimer se mettre dans le bain, là où... À ce moment-là, et qu'on a envie de porter un costume qui est plus grand que nous, qui est celui du maire, à ce moment-là, il faut y aller, oui. C'est une grande joie, c'est une grande responsabilité, c'est oui, un immense service qu'on rend dans la joie et dans le plaisir. Merci Vincent-Paul Petit pour cet entretien d'un maire libre, heureux et au service du bien commun. Merci beaucoup. Merci Antoine.